Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la régulation émotionnelle. Et commençons directement avec une citation de René Descartes. Celui-ci disait, je cite, « Et maintenant que nous les connaissons toutes, nous avons beaucoup moins de sujets de les craindre que nous n'avions auparavant, car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et que nous n'avons rien à éviter que de leurs mauvais usages, ou leurs excès, contre lesquels le remède que j'ai expliqué pourrait suffire si chacun avait assez de soin de les pratiquer. » Et c'est par ces mots que le philosophe René Descartes entame la conclusion de son traité sur les passions de l'âme paru en 1649. Il est le premier à apporter un regard moderne sur les émotions, décrivant chacune d'elles en détail, expliquant comment elles peuvent, si elles sont bien comprises et régulées, nous être une aide plus qu'un obstacle, et comment cette régulation est le fruit d'un travail personnel avant tout. Nous avons aujourd'hui, nous dit Christophe André, un regard documenté sur les émotions, fruit d'une longue histoire philosophique et scientifique. Et en voici quelques jalons, dont chacune des étapes nous délivre un enseignement. Chante, déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée, détestable colère qui aux Archéens valut des souffrances sans nombre. Ainsi commence l'Iliade, l'épopée du poète Homère sur la guerre de Troie, par le récit d'une colère non régulée, aux conséquences dévastatrices. Les Grecs de l'Antiquité se méfiaient des émotions, surtout lorsqu'elles dégénéraient en passion, ces émotions excessives et incontrôlées. C'est d'eux qui nous vient la description de l'hubris, orgueil et emballement de l'estime de soi, qui pousse tant de politiciens ou décideurs à des comportements irrationnels. À la Renaissance, Descartes, cité en introduction, rappelle que les émotions ne sont pas ennemies de la raison, mais qu'elles deviennent parfois perturbatrices par manque de régulation. Par régulation, Descartes, comme les thérapeutes contemporains, entendent des stratégies volontaires et nécessitant donc un effort de la raison, et de notre donc cortex préfrontal. Charles Darwin rédigea au XIXe siècle un traité novateur sur l'expression des émotions, dans lequel il souligne leur caractère naturel et leur fonction adaptative. Au départ, elles sont là pour nous aider. L'anxiété rend vigilant, la tristesse contraint au repli et à la réflexion sur un événement douloureux. La colère peut donner de l'énergie et intimider les adversaires, d'où l'intérêt de renoncer à les qualifier de positives ou négatives et de préférer les décrire comme agréables ou désagréables. À la même époque, William James, un des pères de la psychologie moderne, soulignait le rôle important et souvent premier des réactions corporelles dans toute activation émotionnelle. Pour lui, nous ne tremblons pas parce que nous avons peur, mais nous avons peur en prenant conscience que notre corps tremble. Littérature et théâtre avaient déjà souligné le phénomène, comme dans Phèdre, la pièce de Racine où l'héroïne tragique décrit son amour de la manière suivante. Je cite, « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans son âme éperdue. » Rougeur et pâleur précèdent ici le trouble de l'âme, la présence au corps et son maintien en bonne forme, par l'alimentation et l'exercice physique notamment, font aujourd'hui partie des recommandations pour un bon équilibre émotionnel, notamment en cas de troubles psychiatriques. En 1994, le neurobiologiste Antonio Damasio publie un livre important, L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Il y montre comment l'absence de ressenti émotionnel, notamment à cause de lésions cérébrales localisées, n'aboutit pas à un comportement froid et logique à la Dr Spock, mais au contraire à un désordre mental et comportemental rendant imprévisible et irrationnel. Nos émotions sont nécessaires à notre raison. En 90, les psychologues Salovey et Mayer des universités de Yale et de New Hampshire théorisent la notion d'intelligence émotionnelle. Cette capacité à contrôler ses émotions et celles des autres, à faire la distinction entre elles et à les utiliser, à utiliser ces informations pour orienter ses pensées et ses attitudes. Cet ensemble de compétences serait d'une importance majeure pour la conduite de son existence personnelle et aussi professionnelle. Bien que devenue très populaire, l'intelligence émotionnelle reste difficile à définir et surtout à évaluer de manière fiable. Et enfin, en 1998, le psychologue américain Martin Seligman pose les bases de la psychologie positive, étude scientifique de ce qui permet d'aller bien. Depuis, les travaux sur les émotions positives se multiplient, attestant de leur importance dans notre bien-être personnel et relationnel, l'atteinte de nos objectifs, notre santé physique et j'en passe. Sans elles, pas d'épanouissement et d'accomplissement possible pour l'être humain, pas de réparation psychologique ni de résilience. C'est un programme simple sur le papier, mais qui relève d'un entraînement régulier, la régulation émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ses émotions et les pacifier pour vivre au mieux avec elles. Obéit aux mêmes règles que l'exercice physique d'ailleurs. De même qu'on ne peut simplement décider de courir plus vite ou plus longtemps, d'être plus souple ou plus musclé. On ne peut pas non plus décider d'être moins stressé ou plus heureux. On peut par contre, dans tous ces domaines, décider de s'entraîner régulièrement pour se rapprocher de ses objectifs corporels et aussi émotionnels. Des volumes entiers ont été consacrés à cela.
Mais nous allons voir aujourd'hui 3 grandes directions à privilégier, et pour ça on va se baser sur les dires de Christophe André. D'abord, on nomme les émotions et on les accepte. Prêter attention à nos émotions n'est pas si simple, surtout si elles sont douloureuses. Nos stratégies spontanées sont alors plutôt du côté de la répression, c'est-à-dire refouler le ressenti, de la distraction, penser à autre chose, ou de la désactivation, donc prendre de l'alcool ou des médicaments. Pourtant, prendre le temps d'accepter ces ressentis émotionnels, de les décrire ou de les partager avec un proche sont des méthodes qui apaisent et aident à comprendre. On a montré par exemple que mettre des mots sur les ressentis émotionnels permet en quelque sorte de calmer les amygdales cérébrales et aussi de mieux choisir comment agir. Pour réguler à la baisse les émotions douloureuses, la méditation de pleine conscience a pris depuis quelques années une place importante. Plutôt que modifier directement l'émotion, elle propose de modifier son influence sur nous, en l'identifiant, l'acceptant puis en l'observant, elle et ses effets, devenir observateur de l'expérience émotionnelle plutôt que son acteur ou son pantin. Au-delà de son pouvoir pacifiant sur les ressentis corporels liés aux émotions, il semble que l'attitude mentale d'acceptation qu'elle promeut soit la clé de son efficacité sur les émotions douloureuses. Là encore, il s'agit d'une stratégie qui semble contre-intuitive, accepter ce qui est désagréable, mais accepter, en psychologie, n'est pas approuver ni se soumettre. C'est une attitude mentale consistant à modifier non pas l'émotion, mais son rapport à l'émotion, par exemple en défocalisant son attention. Permet à ton anxiété d'être là, mais porte aussi ton attention sur ton souffle, les sons autour de toi. De nombreux travaux ont montré par ailleurs que prendre soin de son corps, donc activité physique régulière, fréquentation de la nature, alimentation adaptée, avec notamment oméga 3 et régime méditerranéen, entraîne des bénéfices significatifs sur la diminution des émotions douloureuses, même à un niveau pathologique, anxiété et dépression, et l'induction d'émotions agréables. Même si les émotions négatives sont utiles, nous avons aussi besoin de ressentis agréables. Inutile de rechercher à susciter des émotions positives. Contentons-nous de ne pas les laisser filer lorsqu'elles sont là. Bien souvent, la vie nous offre de bons moments tout au long de nos journées, et il s'agit simplement d'y rester attentif et de prendre alors un peu de temps pour les savourer. S'arrêter, respirer, se parler. Par exemple, je savoure le ciel, cette bonne nouvelle, avant de reprendre des activités. C'est la différence entre le simple bien-être agréable mais laissant peu de traces en nous, et le bonheur. Ce bien-être dont on prend conscience, aux effets plus durables, modifiant notre vision du monde. Et enfin, il semble possible d'amplifier les émotions telles qu'admiration ou gratitude selon le même principe, prendre conscience des moments où elles naissent et décider de leur donner plus de force, en les exprimant à nos proches ou en les verbalisant simplement dans notre tête. Depuis déjà quelque temps, le terme d'éco-anxiété a fait son apparition auprès du grand public pour montrer comment nos préoccupations écologiques ne relèvent pas seulement d'une inquiétude intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Il est intéressant en tout cas de noter que la recherche en psychologie des émotions a abouti à une vision écologique, tout comme il est bon de respecter une biodiversité et de ne pas considérer qu'il y a des espèces animales ou végétales nuisibles. De même, la tendance est de ne plus juger les émotions positives ou négatives, mais d'aspirer à une hémodiversité bénéfique si nous savons les réguler et les équilibrer. Rappelons également que les émotions ont aussi une dimension collective et pas seulement personnelle. Leur manipulation sociale est constante, pour des causes parfois bonnes, comme la motivation des individus dans des contextes managériaux ou sportifs, et parfois contestables, comme dans la publicité ou dans certains discours politiques. Et enfin, pour plusieurs penseurs et chercheurs de renom, comme Steven Pinker, la récente révalorisation de nos émotions, non plus adversaires mais alliées, pose déjà certains problèmes en matière de rationalité. Ainsi, comment croire que le nombre de morts liés à la guerre décroît régulièrement dans le monde, siècle après siècle, ce qui est un fait chiffré, quand nous regardons, bouleversés, la photo d'un enfant tué par un bombardement? Ou comment résister à ce que l'on nomme le sophisme affectif, qui consiste à rejeter une affirmation fondée sur les faits au prétexte qu'elle est émotionnellement dérangeante? La réflexion sur les émotions, leur importance mais aussi leurs inconvénients possibles, n'est décidément pas près de s'éteindre. Pour mieux vivre avec vos émotions, il faut donc savoir les accueillir, les réguler et aussi les protéger. Par exemple, pour les accueillir, lors d'une activation émotionnelle, on s'arrête et on prend le temps de ressentir. On nomme de son mieux l'émotion. Si possible, on prend le temps d'écrire ce que nous éprouvons. On déconstruit l'expérience émotionnelle globale. On comprend dans le détail ce qui l'a déclenché et ce qu'elle fait ressentir, ce vers quoi elle pousse. Ensuite, on la régule, c'est-à-dire que face aux émotions douloureuses, on prend le temps de se mettre à l'écart, de respirer calmement, de leur laisser le temps de diminuer en intensité. Lors des émotions agréables, les moments de bonheur, on prend le temps de les savourer pleinement, voire de les susciter ou amplifier par la gratitude ou l'admiration. On exprime ces émotions à un proche doté d'une bonne écoute. La pratique de la méditation de pleine conscience aide aussi à l'équilibre émotionnel.
Et enfin, on se protège. On limite autant que possible, et sinon anticiper, les situations de stress. C'est le stress le plus grand dérégulateur de l'équilibre émotionnel. Il faut également se montrer prudent envers la consommation des réseaux sociaux, qui activent les comparaisons sociales et donc les émotions d'hostilité, de dévalorisation, d'intensification. Et enfin, on prend soin de ses besoins fondamentaux, comme l'activité physique régulière et la fréquentation de la nature. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et à très bientôt.